Guillaume Boudreau avec Groupe Consultant Le Portage, une firme experte conseil en projets structurants et en projets entrepreneuriaux. J'aurai le plaisir d'être votre hôte pour cette saison de balado. Steve Johnston, entrepreneur en série. J'ai fondé une firme d'optimisation numérique pour les autres entrepreneurs pour les aider. Je suis actif sur les réseaux sociaux avec une infolette, YouTube et autres, et j'optimise l'entreprise depuis une dizaine d'années. Et je participais à ce podcast avec mes collègues et très heureux de le faire. Michael Charette, avocat en immigration d'affaires depuis plus de 20 ans, président de Well-Funded Enterprise, un courtier en revente d'entreprises. On a un portfolio d'entreprises pour la revente et puis on fait du conseil au niveau du reprenariat au Québec et à travers le monde. Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce troisième épisode, toujours en compagnie de Michael et de Steve. Aujourd'hui, nous allons parler du transfert jusqu'à la transition. Une fois que on a finalement transféré l'entreprise, on est toujours dans cette période-là. Donc, Michael, qu'est-ce qui se passe au moment de la signature pour la transaction de l'entreprise? Il y a une prise de possession. Donc, si on revient au concept juridique de base, on a un transfert de possession, soit des actions de l'entreprise ou de la prise de possession des actifs, du tangible et de l'intangible. Je pense que ce qu'on doit discuter en ce moment, c'est vraiment de ce qui est l'intangible et de l'aspect humain de la transformation. Donc, si on a fait les bonnes préparations, qu'on a pris contrôle des ententes qui étaient en place, on va réussir une bonne transformation au jour 1 grâce à l'utilisation de la communication. Donc, le repreneur va prendre possession des outils juridiques qui sont en place, puis il va se mettre à communiquer avec ses employés, avec ses clients, avec ses fournisseurs pour que cette transformation de possession-là se fasse le plus doucement possible. Steve, au niveau numérique, c'est quoi la première étape à enclencher au moment où on a signé, au moment où le transfert de possession s'est fait? Pas trop en faire. Pas trop brasser le bateau. En fait, il y a plein de choses à faire, mais ce qu'il faut faire attention, c'est au jour 1, tu arrives, les employés sont nerveux, les dirigeants sont peut-être émotifs pour différentes raisons. Ceux qui arrivent, les repreneurs ou le repreneur ou la repreneur sont nerveux aussi rendus là. Donc, on touche aux choses, on commence à travailler sur des projets, disons, en toute transparence, mais genre, si c'est une refonte de site web, exemple, à faire, c'est de travailler sur la refonte du site web en arrière-plan, avec ce qui est en place, puis faire avancer les choses, pas nécessairement de lancer un nouveau site, pas nécessairement changer les bureaux, pas nécessairement arriver avec un logiciel nouveau le lendemain, mais c'est plutôt d'arriver avec des choses qui vont permettre de saisir les opportunités présentes sans trop faire de changements pour que les personnes qui sont là depuis 1 an, 10 ans, 20 ans voient comme la transition n'est pas si mal que ça. Et non, ils vont nous imposer plein d'affaires, ça va être compliqué. S'ils commencent de même au jour 1, comment est-ce qu'il va être dans 3 mois? Fait qu'il faut faire attention de ne pas brasser le bateau trop, mais quand même de faire avancer les choses parce qu'il y a de quoi à faire. Puis la vraie transformation, la vraie gestion du changement arrive plus tard. Tu l'as dit, transfert à la transformation. Là, on parle d'un transfert, donc on a accès aux comptes, on a accès à différents outils à la base. On jauge un peu c'est qui les employés qui sont meilleurs que les autres, mais on ne brasse pas trop le bateau. C'est doux, c'est tranquille. Ça fait une transition plus smooth. Steve, tu parles de compte. Le mot compte, on associe avec réseaux sociaux, par exemple, présence en ligne. Ouais. La question que j'aimerais te poser, valoriser l'image de l'entreprise, puis sa position aussi en ligne. Ouais. Est-ce que c'est une priorité à ce moment-là? Et comment? Oui, en fait, tout dépendant où est l'entreprise ou où était l'entreprise avant ce fameux jour 1-là. Ça fait une grande différence. Donc, c'est de poursuivre ce qui est bien fait, puis ajouter, puis aussi, encore une fois, être transparent quant à la transaction qui vient d'arriver et le pourquoi est rassuré. Parce que si c'est pas transparent, les fournisseurs, les clients, les employés risquent de partir. Oui, il y a des contrats en place pour les empêcher, mais tu veux pas avoir du monde attaché avec des menottes dorées ou autre situation. Donc, ce que tu veux, c'est quelque chose que tout le monde est d'accord. Donc, ça, dans la vérification diligente, avant ce fameux transfert-là, il faut être prêt. Il faut avoir un plan de communication en place,
un plan de redorer le blason ou d'améliorer les choses. Encore une fois, focaliser sur les choses qui sont pertinentes à faire pour rassurer les gens, calmer les choses, pour pas que le mythe de la mauvaise perception de vendre d'entreprise, c'est un problème, ne soit pas présente du tout. Elle doit être travaillée en amont et au transfert et même après. Tu parles de mythe, tu lances pratiquement un clin d'œil à Michael. Michael, tu veux prendre la barre? Il y a deux choses que je voulais dire pour rebondir sur ce que Steve disait. D'une part, on va recommander à tous nos clients, une fois que la transaction est complétée, il faut faire un communiqué de presse. Que ce soit la presse au niveau des médias sociaux. Donc, j'ai vu beaucoup de transactions où est-ce qu'un simple post directement dans le compte Instagram, sur la page Facebook, sur le site web pour dire on a un nouveau partenariat ou un nouveau propriétaire, voici l'histoire qu'on veut présenter. Donc, contrôler le narratif de l'histoire. On le sait en leadership, on nous apprend qu'au niveau de la communication, c'est de raconter l'histoire. Donc, pour un repreneur, pour son succès, au jour 1, il faut être conscient du narratif, conscient de l'histoire qu'on va vouloir raconter dans notre communication au niveau des médias sociaux, etc. Donc, souvent, on va vouloir conseiller à ce niveau-là de dire, au jour 1, transformons cette situation-là comme un renouveau ou une continuité en fonction de la situation d'entreprise. Si on a racheté une entreprise en difficulté, on va vouloir montrer qu'un nouveau leadership va apporter de la valeur, une forme de changement. Dans une situation où l'entreprise allait déjà bien, on va vouloir montrer une stabilité dans le transfert. Donc, comment on va adapter le discours, l'histoire est extrêmement importante au jour 1. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est que je l'ai mentionné dans d'autres épisodes, pour moi, c'est important de le répéter. Une vente d'entreprise, c'est une chose positive. C'est extrêmement important de le dire parce que ça peut être une stratégie d'affaires. On le rappelle pas assez souvent, mais il y a les entrepreneurs à succès, ce qu'on appelle les entrepreneurs en série. Pourquoi on les appelle les entrepreneurs à succès? C'est parce que justement, leur stratégie d'affaires, c'était je démarre une entreprise basée sur une idée que j'ai eue ou que je partage avec un certain nombre de personnes. Je bâtis les outils pour ça et je la rends indépendante pour avoir la meilleure valeur possible et l'autonomie d'être transférée à quelqu'un qui va optimiser au prochain niveau. Donc, en entrepreneuriat, c'est ça, un entrepreneur à succès. Donc, faut pas avoir peur parce que quelqu'un a été dans son entreprise pendant 30 ans, que parce qu'il va vendre son entreprise, parce que c'est son fonds de pension, on va se le dire, là, qui vend, parce qu'il veut prendre sa retraite, ça peut devenir une histoire positive. Puis nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec nos clients, de les accompagner là-dedans, d'avoir le narratif positif de on vend parce que on est rendu là dans l'évolution de l'entreprise. Donc, c'est beau une vente d'entreprise. C'est extrêmement beau. C'est une belle nouvelle. C'est extrêmement beau. C'est un succès. Ça sauve des emplois. Ça préserve des emplois. Puis si on revient au programme Immigrant Entrepreneur, une chose qui est possible pour le repreneur, c'est d'avoir un plan d'affaires, en fait, qui est possible et qui est exigé du programme, c'est que l'investissement qui va être fait doit être un investissement dans l'entreprise. Donc oui, il y a le prix de vente, mais dans le plan d'affaires, on va avoir des étapes qui vont démontrer qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer l'entreprise. Est-ce qu'on va faire le transfert pour sauver les emplois? Est-ce qu'on va faire le transfert pour une transformation digitale avec l'aide d'un expert comme Steve, par exemple? C'est vraiment là qu'on va pouvoir commencer la mise en place de l'investissement qui a été prévu. Donc souvent, on va avoir prévu d'avance d'apporter l'expertise de l'équipe de chez STEMG ou de l'équipe que Steve va avoir mis en place. J'ai une statistique que j'ai lue avant d'arriver en ondes, c'est en 2022, au niveau transfert de reprenariat, 144 000 emplois ont été sauvés ou transférés à ce moment-là. Je dirais pas qu'ils ont tous été sauvés, il y a probablement certains qui ont resté, mais au total, ça représente 144 000 emplois qui ont été stables, ce qui est très avantageux. Puis, dans le cas de la beauté des transactions, c'est où le reprenariat, il y a des organismes en place qui ont été fondés ou changés de nom par le gouvernement, mais financés par le gouvernement pour aider le reprenariat. Donc, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu qui est sérieux pour le gouvernement et parce que ces transactions-là vont arriver. Puis, ce qu'on veut, ce que le gouvernement veut, ce qu'il faut qu'il arrive, c'est que ça se fasse de façon, disons, douce
et que le monde ne perd pas leur emploi pour trouver d'autres choses. Puis le moment, la transaction, si on vient au fameux jour 1 qu'on parle depuis tantôt, ben c'est une occasion. Lorsqu'il y a des changements quelque part, c'est une occasion pour en faire plus de changements. Toujours rester dans le côté quand même doux que je parlais, mais les gens sont plus ouverts, rendus là, à faire des changements. Ils sont pas ouverts à tout, mais sont ouverts. On va en parler dans les prochains épisodes au niveau de la gestion du changement. Mais c'est un beau moment. Il faut que ça se fasse bien, puis que tout le monde soit ensemble. Puis quand je dis tout le monde ensemble, dans le communiqué de presse, c'est fait avec les propriétaires passés et les nouveaux propriétaires. Ça se fait conjointement pour que le lien se fasse entre le passé et le présent dans l'histoire que Michael expliquait très bien tantôt. Donc, on va nécessairement appliquer quelques petits changements au moment du transfert. On veut être doux. Est-ce qu'au niveau de l'automatisation, est-ce qu'il y a des petits éléments, des petites tâches qu'on veut commencer, qui sont les premières qu'on va vouloir transitionner vers l'automatisation sans trop brasser le bateau, comme tu disais? Ben, je resterai un peu patient à ce niveau-là. J'attendrai avant, je sonderai plus. Oui, il y a une vérification diligente au préalable du transfert de l'entreprise, mais ce n'était que de la théorie. Lorsque tu arrives sur le terrain, il y a d'autres choses que tu vas découvrir. Il y a le côté humain qu'il faut que tu regardes, qui est super important à savoir, bon, ben, c'est quoi, comment sont les gens, quelles sont la liste de tous les produits, ce que ça comporte, qu'est-ce que tu as au niveau technologique. Tu sais, il y a beaucoup d'autres choses à s'occuper, mais analyser vraiment l'état. Parce que moi, ce que j'ai vu dans certaines transactions, c'est que, bon, vérification diligente, mais quand tu arrives sur le terrain, il y a toujours des surprises, mais si c'est bien fait à l'avant, les surprises ne sont pas négatives. C'est juste que, OK, on va changer ça, on était prêt. Donc, naturellement, tout est préparé en amont pour pas avoir ce genre de surprise-là, puis que la transaction soit belle, que la vente soit belle et que le tout se déroule mieux. Mais au niveau technologique, faut que ça se passe là en préparation, en planification, soit faire un plan numérique s'il n'y en a pas, ou soit commencer à exécuter un certain plan, ou poursuivre le plan, mais dans la mesure que les employés sont déjà bien avec ça. Puis retarder un peu les ajouts techno. Pour répondre à Steve, au niveau du transfert, un outil qu'on utilise beaucoup pour justement répondre aux surprises qu'on va découvrir, parce que Steve a raison, on va toujours découvrir des surprises dans la prise de possession de l'entreprise, comme je le disais plus tôt. Ces surprises-là peuvent être gérées avec une retenue de la balance de prix de vente. Donc, la balance de prix de vente, c'est un outil qu'on utilise beaucoup dans nos contrats de transfert parce qu'elle va permettre, on va garder un 20-30% qui sera payable sur une certaine période de temps. En termes de création, donc ça protège l'acheteur contre des surprises potentielles qu'il y aurait eu normalement si une divulgation complète avait été faite ou plus approfondie avait été faite, d'avoir un réajustement du prix de vente. Donc ça, c'est numéro 1 pour répondre à la réalité des surprises du jour 1 et de la prise de possession de l'entreprise. L'autre chose qui est importante de dire, c'est que de plus en plus de transactions sont financées par le vendeur. Donc, je le disais plus tôt, le vendeur, lui, est souvent dans une situation de prise de retraite. Quand on parle de vente d'entreprise de PME, donc c'est des gens qui ont travaillé longtemps dans leur entreprise, qui arrivent au bout, qui n'ont pas nécessairement besoin de cet argent-là pour vivre au jour 1. Mais on le sait, les gens vivent plus longtemps aujourd'hui. Donc, si on prenait notre retraite à 60 ans à une certaine époque, on pouvait avoir l'expectative qu'à 80 ans, c'était une période de 20 ans, c'est ce que la retraite était nécessaire. Aujourd'hui, on le sait, on va vivre à 80, 85, 90 et même 100 ans de façon beaucoup plus régulière. Donc, le vendeur a peut-être un intérêt à dire « Moi, j'ai tellement confiance dans ma vente que je vais le financer sur le temps. Je vais rester présent dans la transformation, dans le transfert. » Puis là, ça permet à l'acheteur d'avoir moins d'argent à décaisser, d'avoir plus confiance dans la transaction. Donc, il va être prêt à payer un petit peu plus en sachant que celui qui a financé est aussi celui qui a divulgué la valeur. Donc, on se retrouve dans une situation gagnante-gagnante qui, à mes yeux, est ce qu'on recherche dans le cadre d'un reprenariat. Ça apporte des avantages au niveau financier chez le vendeur, chez l'acheteur aussi, mais ça se base sur une confiance. Tu as utilisé le mot confiance. Ça, je comprends que ça se construit dans la période de vérification diligente, comme on en a parlé dans un épisode précédent. Michael, encore avec toi,
au niveau juridique, Ouais. ça a l'air de quoi? Qui est impliqué au moment de la transaction, juridiquement parlant? Il y a des avocats qui s'impliquent, j'imagine. Ouais. Ouais, au niveau de nos opérations à nous, on travaille avec un cabinet local, Brian Robinson, qui a une réputation incroyable dans l'industrie. C'est quelqu'un avec qui on travaille depuis près de 10 ans au niveau du reprenariat, au niveau des investissements qu'on a fait chez Well-Funded. Donc, un bureau d'avocats qui a une expertise en droit commercial, mais on sait que le reprenariat, c'est pas juste le droit commercial. Donc, oui, il y a la transaction, il y a les contrats. Puis chez Brian Robinson, on a une équipe multidisciplinaire qui fait en sorte qu'on a des expertises en droit du travail. On va avoir des expertises en IP, en propriété intellectuelle, qui vient toucher beaucoup l'analyse des données que Steve a mentionné tout au long de nos épisodes. Faut la protéger. Ce IP-là doit être protégé. Cette propriété intellectuelle-là doit être protégée. Puis ça prend des experts. Est-ce que la marque de commerce est bien enregistrée? Hein, c'est de l'intangible qui a une extrêmement grande valeur dans la transaction. Donc, marque de commerce, les brevets. Est-ce qu'on a des brevets? Est-ce qu'on a du copyright, des droits d'auteur par rapport à du code? Par exemple, dans les entreprises technologiques, on l'a vu, dans le transfert d'applications, sont où les serveurs? C'est toutes des questions qu'au jour 1, on doit avoir la clé, on doit avoir le mot de passe. Mm-hmm. Donc, quand on parle de transfert, de jour de transfert puis de transformation, il n'y a pas de transformation si tu n'as pas le mot de passe. Il n'y a pas de transformation si tu n'as pas tes serveurs. On le voit beaucoup. Les gens ont utilisé des outils de l'info nuagique sans vraiment savoir étaient où ces serveurs-là. Donc, si les outils ont été utilisés et que les serveurs sont en Inde, ben à ce moment-là, on n'a pas de propriété intellectuelle dans beaucoup de cas. Steve, on les trouve où, les mots de passe? Dans vérification diligente. Il faut que ça soit fait à l'avance, naturellement, peut-être conservé par un avocat pendant ce temps-là. Pas nécessairement un nouveau propriétaire pour pas accéder des choses en ligne, là, mais il faut que ça soit déjà protégé parce que tu ne sais pas ce qui arrive des fois après la transaction. Tout est une question de protection. Même si on dit que c'est beau, il faut se protéger des fois pour que ça soit beau. Oui. Mais quelque chose qui est super important, qui est important dans toutes les organisations, peu importe la grandeur, la grosseur, le pays, tout ça. Et dans le cas du reprenariat, c'est encore plus vrai, c'est une base de connaissances. Ça, je le mentionne, le monde sont toujours un peu surpris, mais si vous voulez faire de quoi présentement qui est utile à votre entreprise, c'est de développer une base de connaissances. Qu'est-ce que c'est ça? L'objectif, c'est que les employés actuels peuvent s'y référer pour faire leur travail. Genre, ça peut être des documents, SOP, ce qu'on appelle des opérations de procédure, qu'on appelle en documentation, mais 2025, 2026, c'est beaucoup mieux de le faire en vidéo. Parce que tu peux toujours retranscrire, avec la transcription, tu peux générer le document. Puis une vidéo, ben, c'est pas long à faire. Donc, une base de connaissances sans élaborer, c'est qu'au final, tes nouveaux employés ont accès à, bon, OK, comment est-ce qu'on fait partir l'étape A à D? Puis après ça, ben, d'AD, tu as une question à te poser, là, c'est E, F, G, OK, la branche G, puis on part vers là. Mais tout ça peut être documenté assez simplement. J'ai enregistré un vidéo ce matin pour mon infolette, ma chaîne YouTube, par rapport à ça, exactement. Où est-ce que la base de connaissances permet plein de choses. Mais dans le cas du reprenariat, dans la vérification diligente, je recommanderais d'imposer que les étapes, surtout le produit les produits les plus payants, ceux que le processus qu'on dit en anglais quote to cash, autrement dit, visite du site web jusqu'à ce que l'argent rentre dans le compte de banque, le documenter au grand complet, et les autres aussi. Puis ça peut être juste des vidéos, un employé qui parle, puis qui marche, puis qui explique les choses, ça fait toute la différence. Ce que je réponds à Steve, puis ce que j'entends de Steve, c'est que les processus doivent être transférés. Puis l'entreprise va avoir de la stabilité dans le transfert si ces processus-là ont été documentés. Donc, il y a un travail de préparation, un guide de transfert est un outil qu'on va utiliser de plus en plus chez Well-Funded dans la discussion de comment on va faire le transfert, comment jour 1 va se produire. Il n'y a rien comme la création de guide. Puis c'est là que l'IA ou la création de vidéos va permettre de mettre en place ces outils-là de façon assez accélérée. Mais les processus, le transfert de processus doit être documenté. Sinon, on revient au Moyen-Âge où est-ce qu'on se racontait des histoires, puis là, on espère que le vendeur est pas trop loin. Donc, si on veut avoir la volonté, c'est parce que souvent, les vendeurs se sont préparés, ont des guides en place,
pour différents processus dans l'entreprise. Puis c'est ça qu'il faut utiliser pour le transfert, puis qu'un jour 1 soit un jour de succès. Tu sais, il n'y a aucune raison pourquoi que la documentation ne se fait pas aujourd'hui avec l'IA. Tu peux prendre un vieux document écrit de 5 ans de façon manuscrite, le prendre une photo, l'envoyer dans ChatGPT, il te fait la transcription, tu le corriges avec ton verbal, ton vocal, avec la transcription, tu lui dis « génère-moi un document Word après ça », aucun problème. Après ça, tu les sauvegardes au bon endroit, puis même, on pourrait pousser plus loin, avoir des agents, ils vont te sauvegarder au bon endroit dans ton SharePoint de Microsoft, exemple, pour nommer que Microsoft. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, puis il n'y a pas de raison de ne pas l'inclure dans la vérification diligente. Et si la transaction n'a pas lieu, comme j'ai dit au départ, c'est très utile pour l'organisation d'une manière ou d'une autre. Tu as un nouvel employé, il y a beaucoup de roulements, on en parle, le problème de ressources humaines, tout ça. Il y a un grand roulement, bien, un employé s'en va, l'information est là. Là, j'ai parlé de l'intelligence artificielle pour générer de documents papier, mais tu peux générer une page SharePoint avec la vidéo et la documentation et des liens à d'autres. Tu peux vraiment avoir une base de connaissances, c'est pour ça que je l'appelle comme ça, où est-ce que tout est interrelié, comme un site web à l'interne pour documenter les processus, les procédures. Puis tu veux faire un changement, tu le dis à IA, ben la procédure a changé, maintenant on inclut ça entre elle et elle. Il va entre 3 et 4. Ben, il peut ajouter 3.5 ou il va ajouter 4, puis le 4 devenir 5, 6, 7, et ainsi de suite. Tout ça se fait de façon vocale. NLP, on va dire Neuro-Linguistic Programming, où est-ce que tu envoies l'information, puis ça se fait. Donc, c'est pas sorcier, c'est pas magique, mais c'est pas sorcier. Donc, tout ça, les mots de passe, tout ce qui est les processus, les procédures, ces informations-là qui vont être transférées, on les prépare à la phase diligente. On entrepose ça où en attendant que le transfert se fasse, que la signature soit faite, que la clé soit transférée? Bien évidemment, Steve le mentionnait, je pense qu'il y a un travail au niveau des avocats qui peut se faire à ce niveau-là. C'est connu que dans le cadre de ce genre de transaction-là, le bureau d'avocat va garder in trust un certain nombre d'outils ou de mots de passe ou de listes de clients qui sont essentiels à la transaction et qui ont été utilisés pour donner de la valeur ou non à l'entreprise. Donc, moi, je ferais une référence à ces outils-là. Un cartable avec des listes, des processus, une clé USB. Mais je pense que je suis un peu vieux jeu. Ton avec cartable, la clé USB. ça va pas dans mon territoire, le cartable. Le cartable. Je serais plus numérisé dans une base de connaissances. Donc, je me suis fait prendre au piège où est-ce que la digitalisation est importante. Tout ça peut être dans l'info-nuage. Puis des experts comme Steve sont là pour aider justement un transfert qui est sans problème, qui est fait de façon positive et... Tu parles de fiducie. On retourne à l'allégorie un peu de la vente de maison. Je pense que les auditeurs connaissent quand même un peu le principe d'acheter une maison. Donc, les fonds sont transférés en fiducie chez le notaire en attendant la transaction. C'est un peu le même principe avec toutes les informations dont on vient de parler. En fait, les choses s'appellent la même chose. Qu'est-ce qu'on fait le jour de la clôture? On va chercher les clés. Donc, le mot de passe, c'est la clé. C'est ce qu'on transfère le jour du paiement. Ouais. On va chez le notaire pour aller chercher les clés. Dans le cas d'une entreprise, on va chez le notaire pour aller chercher les mots de passe. Très bien. Très bonne analogie. Messieurs, avez-vous un petit mot de la fin pour clore un peu la phase de transaction? Jour important. Puis, il y a beaucoup de choses à considérer, mais si c'est bien préparé en amont, ça va être une belle journée, une belle transaction. Puis, ça va être PD pour certains, puis une nouvelle aventure pour d'autres. La valeur est là. Comment va se dérouler le jour 1 va être directement en corrélation avec la valeur de la vente à la baisse ou à la hausse. Donc, une transaction, c'est beau. La journée de la transaction est une belle journée. Ouais. Nous vous souhaitons également une belle journée et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Merci Steve, merci Michael. Merci Guillaume. Merci Steve. Merci Michael.